Marida Romero. Oui, bonjour Claude Tran. Vous êtes professeur à l'Université de Côte d'Azur et professeur associé à l'Université Laval. Vous intervenez aujourd'hui au colloque du mouvement contre la constante macabre, dont le thème est l'évaluation, un levier pour les apprentissages. Pourquoi avez-vous accepté de venir ? Tout d'abord, je ne connaissais pas les mouvements, je me suis renseignée. Et quand j'ai appris sur les travaux et surtout une communauté qui s'intéresse à l'évaluation sous une perspective émancipatrice et dans une volonté de donner à l'ensemble des élèves l'opportunité de s'engager dans la progression, dans l'engagement, ça m'a semblé très intéressant et aussi pour connaître les différents dispositifs qui ont été présentés dans la journée d'aujourd'hui. Et votre intervention a porté essentiellement sur la place du numérique dans l'évaluation ou dans l'enseignement. Et moi, je vais la poursuivre un petit peu. Vous avez parlé de ChatGPT, la place de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il est clair que l'intelligence artificielle est dans la société. Je ne parlerai pas du numérique. Que l'intelligence artificielle est entrée dans l'école. ChatGPT, ça a été une révélation, un questionnement, autant chez les parents, chez les élèves que chez les enseignants. Quel est votre point de vue ? Oui, tout à fait. On avait commencé à travailler sur IA éducation bien avant ChatGPT. Et puis la perception qu'on avait de beaucoup de collègues, c'est que c'était peut-être un sujet un peu périphérique. Et puis il y a novembre 2022, ChatGPT arrive et ça a été un tsunami parce que, un peu comme quand Scratch est arrivé, il y a eu un outil qui était facile d'utiliser, qui par les résultats qu'il nous donne, il peut nous faire sembler que c'est une certaine élaboration. Donc il y a eu vraiment un tsunami. Et ça a été très intéressant parce qu'en fait, on travaillait déjà avec la direction du numérique éducatif sur les volets des usages créatifs en IA. Et donc, ça nous a invités à re-questionner. Donc, quels sont ces usages, de quelle manière s'approprient les élèves, les enseignants. Donc, qu'est-ce qu'on en ressort ? La formation. Donc, étant donné que la formation ne peut pas, c'est quelque chose de progressif avec des moyens qui sont limités. Il y a beaucoup une invitation, en tout cas depuis notre perspective, une invitation à la curiosité. Donc, il faut appréhender ces phénomènes qui vont très vite, un peu trop vite, et dans lesquels malheureusement, ce ne sont pas les acteurs en éducation, et même nous en tant que continent ou que pays, qu'on n'a pas les rythmes, on ne marque pas les rythmes. Et même les acteurs, les grands acteurs de la technologie, ils ont demandé à un certain moment une moratoire, même eux n'ont pas pu avoir cette moratoire. Donc on est face à un changement des technologies sur laquelle on n'a pas la main, mais sur laquelle je pense qu'on doit chacun de nous en éducation s'interroger sur ce qui est intéressant, ce qui n'est pas intéressant, quels sont les enjeux éthiques que ça implique. Comment éduquer aussi aux fausses informations, aborder ces éléments qui de toute manière vont se retrouver en dehors de la classe. Également, je pense d'un point de vue plus institutionnel, recherche, etc., se poser la question de l'équité, car aujourd'hui on voit déjà que certains de ces services sont payants et donc on voit une différence d'accès à ces différents outils d'intelligence artificielle. L'éducation nationale, de toute façon, s'est engagée dans la voie d'un partenariat avec des entreprises dans le cadre du P2IA. Des projets sont mis en œuvre. Ils ne concernent pas l'intelligence artificielle de type ChatGPT, donc générative, mais ils considèrent l'enseignement personnalisé. Beaucoup de travaux sont faits. Que pensez-vous de ces travaux ? C'est très bien parce qu'en fait, il y a une stratégie et donc la direction du numérique éducatif a eu vraiment un pari fort sur l'importance de développer des outils qui soient spécifiques au programme français, développés sous une démarche qui est à la fois participative, dans laquelle il y a des enseignants, je pense Adaptive Maths ou autres, donc des enseignants, des chercheurs, des familles qui sont impliquées, des académies qui ont mené des tests. Donc c'est cette démarche de construction collective qui permet d'avoir des outils. Et je pense que c'est très important qu'il y ait ces outils qui soient faits vraiment avec une volonté de répondre à des besoins très spécifiques des programmes. Et à la fois, on voit comment c'est un investissement majeur, car actuellement, ces outils, ils couvrent
certains éléments du curriculum en mathématiques, certains aspects en français, ou avec les applications d'aide à la calligraphie. Et donc, il y a quand même, il faut qu'on prenne conscience que l'IA, sous cette approche de modélisation des tâches, modélisation de l'apprenant, etc., c'est un processus qui va demander du temps. Et donc, actuellement, il y a ces deux éléments. D'un côté, des outils très bien construits, sous une approche participative dans un contexte où le ministère a quand même fait un pari fort aussi bien dans la démarche que dans les types d'outils. Et d'un autre côté, une jungle qui est à la fois fascinante, mais dans laquelle en fait, on ne contrôle pas les rythmes, on ne contrôle pas les types de résultats, on ne contrôle pas qu'à un moment donné, on ne puisse plus avoir accès, etc., d'outils d'IA générative dans lesquels en fait, il faut avoir une démarche de curiosité, mais dans laquelle également il faut que les enseignants comprennent les bases. Et donc, je pense par exemple au MOOC, intelligence artificielle avec intelligence des collègues de l'INRIA, pour ensuite pouvoir se dire est-ce que ça m'intéresse en classe, quels sont les conseils que je vais donner aux élèves. Donc d'un côté, ces outils donc, qui sont des outils que l'éducation nationale fournit, et d'un autre côté, une approche de curiosité et d'apprentissage collectif de cette tsunami d'outils d'IA générative et des possibilités. Alors, dans le cadre d'Erasmus+, un certain nombre de pays européens travaillent sur un projet qui s'est terminé en février dernier à I40. Je pense que vous avez été très curieuse et intéressée par le travail qui a été fait, qui va dans le sens d'une acculturation plus rapide et plus généralisée de l'ensemble des enseignants sur les problématiques de l'intelligence artificielle. Vous en pensez quoi ? C'était une excellente initiative. J'étais à la clôture des projets, donc, et j'ai pu participer également avec les collègues du ministère de l'Éducation au Luxembourg, oui. Du fait qu'être un petit pays, donc ça a permis de faire une formation pas mal généralisée. Donc ce sont des excellentes initiatives. Je salue toutes ces initiatives européennes parce que ça permet de voir qu'on a des questionnements similaires. Ça permet de mutualiser des ressources. Et donc ça, je pense que c'est très important parce qu'on reste quand même face à des géants du numérique très importants. Et en éducation, je pense que c'est très important aussi parfois dans ces aspects d'outils et de formation, donc mutualiser. Et on est aussi sur un projet Horizon Europe Horizon, donc Augmentor, dans lequel aussi, dans une démarche de collaboration européenne, on est en train de faire un tuteur intelligent. Et c'est pas un simple défi parce que ça implique comprendre les manières dont les enseignants travaillent dans différents pays et la manière dont on peut aider. Donc c'est des beaux défis. Donc il y a de gros chantiers à ouvrir par le service public, je dirais, par la recherche, pour faciliter cette acculturation par les enseignants. Tout à fait. Et par les médias, je pense qu'on doit permettre que cette culture du numérique et cette acculturation aussi à l'IA puisse se faire par tout le monde, parce que je pense par exemple même aux citoyens qui va peut-être pas travailler en éducation, etc., mais qui va être confronté ou qui est déjà confronté à des plateformes qui régulent son travail. Donc, toutes ces personnes qui travaillent pour des plateformes, elles doivent être un jour capables de négocier un algorithme et des paramètres d'un algorithme. Aujourd'hui, c'est une boîte fermée et je pense qu'on doit permettre d'avoir des citoyens émancipés qui sont capables de négocier les algorithmes qui régissent notre vie. Merci beaucoup, Margarida. Avec plaisir.